il n'y a pas de choses qui ont changé de A à Z. On n'est pas passé d'un coach serbe à un coach France. Enfin voilà, où là il peut y avoir des gros changements. Il y avait déjà du public et notre arène était déjà un petit peu remplie. Okay. Et donc en fait, on a fait un entraînement de 20 minutes en public. Et c'était déjà ouf. Hein. Tu mettais un panier, les gens étaient comme des oufs. Là où Zidane passe la flamme à Nadal, etc. Nous, on était juste à côté. Excellent. Et donc il y a tout le show lumière, etc. Et pas en rigolant, je leur dis, vous allez voir, il y a Céline Dion qui va chanter depuis la Tour Eiffel. En rigolant, mais vraiment au hasard comme ça. En fait, on a des doutes sur les spoils des cérémonies, faut te demander. Hein. Ouais, je suis pas sûr quand même. C'était vraiment un coup de chance, je pense. You know, it's I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. This is absolutely crazy. And you know, to be standing here and sitting in court with you guys, my teammates behind me, and appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stayed together throughout. Nouveau podcast Hype et nouvelle tête. On vous avait dit que le staff allait changer, qu'on allait vous proposer à chaque fois des nouveaux consultants, des co-hosts, on appelle ça comme ça. Mais c'est une tête qu'on connaît nous dans Hype puisqu'il accompagne le programme depuis une saison maintenant. Thomas, comment vas-tu ? Oui, très bien. Content de revenir pour la nouvelle saison. Ouais, content de t'accueillir dans mon nouveau chez moi. Ouais. C'est bien. T'as toujours des beaux logements, toi. Ouais, t'es installé. Ah ouais, c'est très très cosy, hein. C'est très confort. Bon, top. C'est très bien. Bah écoute, bouge pas parce qu'on va parler de basket encore ensemble avec toi et on va surtout accueillir un vice-champion olympique du basket 3-3. C'était cet été du côté de Paris, vous êtes forcément au courant, ça a bien marché pour cette équipe masculine et l'un de ses membres, Lucas Dussoulier, est avec nous. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Mais je vais très bien. J'avais à cœur de te recevoir et de mettre un petit peu en avant le basket 3-3. On sait que c'est une discipline qui monte à travers l'Europe et à travers le monde. En France, on fait les efforts et ces efforts ont payé cet été. Je voulais vraiment que tu puisses nous raconter cette aventure en interne et puis qu'on puisse discuter aussi avec toi de l'aventure globale des Jeux Olympiques puisque tu es un athlète olympique, tu es médaillé olympique et puis tu as été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc ça fait beaucoup quand même. Est-ce que Lucas Dussoulier, il y a 6 mois, il pensait en être là ? Non, je pensais pas en être là. Écoute, c'est cool d'en être là, mais non, si on m'avait dit ça il y a 6 mois, j'aurais signé de suite. Je disais souvent à ma famille, imagine je fais les Jeux Olympiques, ce serait incroyable. Et imagine je fais une médaille aux Jeux Olympiques, ce serait vraiment incroyable. Et voilà, j'ai réussi à le faire, donc c'est cool franchement, mais bon, après maintenant voilà, tout est un peu redescendu aujourd'hui, donc ça va, mais sur le coup c'était vraiment exceptionnel. Thomas, l'ambiance des Jeux, toi t'as vécu, on a discuté en off, t'as été à peu près partout. Oui. On t'a vu partout. Ouais, je sais pas si on m'a vu partout. Il y avait beaucoup de monde. J'étais pas au basket 3-3, mais je me souviens, je te le disais un peu avant l'émission, je me souviens exactement où j'étais quand le shoot du Hollandais, je me le rappellerai toute ma vie. Okay. Ça fait partie des moments de sport, oui, je m'en rappellerai. J'étais au Club France. D'accord. J'étais au Club France, donc voilà, en salle de presse pour le coup, mais c'était marrant parce que t'entendais derrière, on était quand même collés à l'écran géant, donc t'entendais, on faisait les allers-retours, on était, tu y étais aussi, tu sais comment c'était organisé. Oui. Et ouais, c'était la folie quoi. Enfin, c'est les moments où là t'arrêtes de bosser quoi. Et puis t'es là, et puis t'es pris par le truc, et il y en a eu quelques-uns dans les JO. Ouais. Puis voilà, par contre, abasourdi quoi. Est-ce que justement, c'était la première édition du basketball 3-3 au JO Non, c'était la deuxième. La deuxième. Ouais, il y a eu à Tokyo. Les filles avaient été à Tokyo, elles avaient fini 4e. Ouais. Nous, les garçons, c'était pas qualifiés, mais les filles étaient déjà. Ouais. Ok, donc deuxième édition. Bon, forcément, première en France vu que les Jeux arrivent à Paris. Thomas. T'es journaliste, tu vas sur tous les stades de France et tu couvres beaucoup de sports. Tu t'attendais vraiment à cet engouement suivi par le public, les audiences télé ont été très très bonnes, le cadre a été magnifique. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que ça soit un succès total comme ça ? Pour le 3-3 spécifiquement ? Oui. En fait, je crois que ça a suivi la hype totale des Jeux. De toute façon, c'est ça quoi. Vous avez forcément bénéficié et puis voilà, ça a été gagnant-gagnant de ouf.
Je veux dire, après, une fois que c'était lancé, et évidemment les résultats des équipes de France. Ont aidé, forcément. Bah, bien sûr, je veux dire, le water-polo, par contre, on a oublié, par exemple, pour citer que, bien sûr, ou le hockey sur gazon, ou des sports collectifs qui ont moins brillé. Forcément, après, t'es dans le truc, tu regardes le calendrier, t'as le rendez-vous en tête. La finale était lundi soir, assez tard, je crois. C'était bien placé, tout le monde a bien regardé. Voilà, forcément, ça fait le truc, quoi. Moi, je pense que le 3-3 a vachement bien marché, mais pour revenir à ce que tu disais, les JO ont été d'un engouement incroyable. Il y avait beaucoup de mauvaises langues, on va dire, sur ces JO. Ouais. Organisation, trop de monde. Ouais, il y a plein de trucs et beaucoup de Parisiens sont partis de Paris et je pense qu'aujourd'hui ils le regrettent parce que franchement, pour ceux qui étaient, Paris c'était la meilleure ville du monde à ce moment-là. En tout cas, il y avait vraiment zéro doute. Je confirme. Et c'était juste un kiff et l'engouement qu'il y a eu de la part des Français en général a été incroyable. Et on a eu de la chance en tant qu'athlète. Moi, c'est que mes premiers. Ouais. Et j'espère que j'en aurai d'autres. On verra ça, mais ce qu'on a vécu, c'est vraiment mémorable. Ouais, c'est à vie. Et j'ai pu parler avec d'autres athlètes qui disaient que jamais on revivra ça en fait, parce que c'est en France. En fait, c'est ça. On a domicile en fait à Tokyo, à Rio, ou que ce soit même à Los Angeles, ce sera bien. Mais ce sera complètement différent parce que là on était chez nous et supporté par tout le monde et c'était fou franchement. Et est-ce qu'on prend le temps dans ces conditions-là de profiter ou de mesurer entre guillemets la chance, parce que vous avez mérité d'être là, donc c'est plus que de la chance, mais est-ce qu'on prend justement la mesure de l'événement quand on y est? Ou est-ce que c'est après, une semaine après, un mois après, on se pose à la maison tranquille en famille, on se dit wow, voilà, il s'est passé un truc. Il y a un peu des deux, je pense. Moi, souvent, ce que je disais aux gars avant chaque match et même avant la compétition, c'était venez, on kiffe, on profite. On est en train de vivre un truc de ouf. Quoi qu'il arrive sur les résultats, peu importe, on kiffe, que ce soit le public, tout ce qu'on pouvait kiffer, fallait kiffer. Mais forcément, quand ça finit et que le lundi après la cérémonie de clôture et qu'il n'y a plus rien, là on se rend compte que c'était un truc de fou ce qu'on a vécu. Et voilà, mais non, on a essayé de profiter au max. Je pense qu'on a pu profiter au max. Nous, on a passé par exemple 15 jours au village. Ouais. Et on a passé 15 jours de fou, tu découvres... On peut s'entraîner, on peut rester focus, où il y a quand même des tentations, et pour le coup, c'est pas évident. Pour le coup, là, le DTN de la Fédé, Alain Contansou, a voulu qu'on arrive au village une semaine à peu près avant le début de la compétition, justement pour qu'on prenne un peu vos marques. Qu'on prenne nos marques, qu'on prenne la claque du village, en fait. Ouais. Parce que on va dire 2 premiers jours, pour grossir un petit peu, on faisait rien à part aller voir les pins à collectionner, on allait voir tout ce qu'on pouvait faire dans le village, on essayait de le faire, on visitait, on était en visite en fait. Okay. Ouais, c'est bien, ça fait partie du truc. En fait c'est ça, et a priori c'est là où les filles à Tokyo par exemple avaient pris une petite claque, parce qu'elles étaient arrivées 2-3 jours avant la compète, et elles ont pris un petit coup, même s'il y avait eu le Covid. Et nous on a eu la chance d'arriver en avance. Donc la visite, le fait d'être content d'être là, c'était évacué quoi. Ouais, en fait c'est ça, même tu vois que tu vas au self, prendre tes marques, où est-ce que tu vas aller manger, tu vas faire la queue aussi. En fait c'est plein de petits détails comme ça où prendre tes marques. Si tu tombes sur telle ou telle star, c'est après ça. Ça devient un peu plus une habitude peut-être. En fait c'est ça. Alors après moi j'ai pas trop ce côté je vois une star, je suis abasourdi, donc ça ça allait, et je pense pas qu'il y en avait vraiment. T'es content quand tu as une star, tu dis tiens il y a un tel, mais c'est vraiment toute cette vie autour du village, et à partir du moment où t'as pris le pas, ça va, et après on a pu s'entraîner, on a eu 5-6 jours faciles d'entraînement assez intense et assez sérieux pour finir toute la préparation qu'on a pu faire quoi. D'accord. On a commencé par la fin, on sait que ça s'est bien passé, entre guillemets bien passé pour vous. Moi j'ai une question sur cette dimension encore, je suis athlète olympique. À partir de quel moment tu t'es dit ok là je suis athlète olympique, je suis aux Jeux Olympiques en début d'aventure? Pour moi il y a 2 moments. C'est le moment où le sélectionneur et le DTN nous ont annoncé qu'on était sélectionnés. Okay. Donc c'était on va dire une vingtaine de jours avant le début de la compétition. Okay. Et ensuite le moment le plus symbolique je pense c'est le moment... Tu t'y attendais toi? Bon, il y avait... on s'y attend, on s'y prépare en tout cas. Voilà, après, il y avait de la concurrence. J'étais dans une position aussi délicate où j'ai pas participé au TQO. Donc ça n'a pas été simple parce que les 4 du TQO méritaient. Il y en a eu 3. J'ai pris la place de Raph Wilson, qui méritait
tout dans sa place puisqu'il a fait le Tekyo. Après voilà, il y a eu des choix et c'est pas moi qui ai décidé. Bien sûr, le sélectionneur qui se joue. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc après moi, on s'y attend, oui et non. On se prépare à tout, on se prépare à être pris, on se prépare à ne pas être sélectionné. Faut s'attendre à tous les cas. J'ai eu la chance d'avoir été sélectionné et c'était incroyable. Mais le deuxième moment pour moi symbolique, c'est le moment où on nous remet l'accréditation. D'accord, ouais. Et je veux en dire trois mêmes moments. L'accréditation et le moment où on rentre dans le village. Ok. Tu te fais contrôler tes valises au sas d'entrée et quand tu rentres, là tu y es. Et ça y est, là tu es dans le village. Okay. Et là tu as cette notion de je suis au village olympique, je suis un athlète olympique. Et c'est fort comme moment. J'ai souvenir de Franck Seguela quand on nous remet la crède. Et il était presque plus excité que quand on lui annonçait la sélection parce qu'il a dit ça y est, on y est quoi les gars. Ouais, bien sûr. Et c'était marrant. C'est un rêve j'imagine Ouais, en fait c'est limite des choses qu'on pense inaccessibles parce qu'il y a tellement peu d'athlètes qui ont l'opportunité d'y aller. Et on se dit j'ai regardé tous les JO moi depuis que je suis gamin, quoi. Ouais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours regardé les JO, j'ai adoré ça, n'importe quel sport. Et on se dit toujours, putain, c'est incroyable ce qu'ils font les athlètes. Et pour y aller, ouais, c'est un rêve de gosse, clairement. On se dit toujours, c'est trop bien ce qu'il fait lui, j'ai envie de faire pareil, quoi. Et donc, c'est cool d'avoir pu le faire. La cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous y étiez vous? Ouais, nous on a eu la chance d'y être. Alors, raconte-moi un peu parce que le projet était gigantesque. Ouais. Tu l'as vécu. Les conditions météo étaient un peu délicates, mais ça s'est vécu quand même. Ouais. Nous de notre télé, moi j'y étais pas, hein, mais on a suivi bien sûr l'événement depuis la télé. C'était incroyable et de voir ce bateau avec la délégation française qui était l'une des plus grandes délégations d'ailleurs des Jeux et de vous voir un peu comme ça, comme des gamins, téléphone, regarder un petit peu, faire coucou. Comment toi tu l'as vécu ce moment? Raconte-nous un peu. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement. Ce qui te marque là, c'est encore un autre moment symbolique. Alors, j'ai vu pas mal, non. J'ai vu Evan Fournier qui avait dit que pour lui, une cérémonie, elle était nulle pour lui. Qu'une cérémonie, c'était dans un stade et pas ailleurs. Je peux pas critiquer son avis parce que j'ai pas vécu dans un stade. Okay. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé incroyable la cérémonie. De ce que j'ai vécu, la pluie, au début, on se dit, chiant. Dommage, ouais. Et au final, malade pour le. Alors il y avait ce côté-là, à la fin de journée, il y avait ce côté-là, fin de soirée. Ouais, fin de soirée. Et en fait, pas du tout. On avait nos ponchos en plastique là. Et ça n'a pas été une discussion vous étiez très avec beau les coachs quand même ou le staff de dire bon là, si les mecs ils tombent malades, on fait comment quoi? Et peut-être. Je crois qu'on était dans un truc où venez on kiffe. Mais je crois franchement il y avait plus de trucs de maladie. Très bien. On y pense vite fait à un moment donné quand t'as un peu froid. C'est une fois dans sa vie. Mais en fait. C'est ça, c'est une fois dans sa vie. L'engouement, encore une fois, qu'il y a eu sur les côtés, toutes les tribunes étaient remplies. Ah, mais c'était dingue sur les ponts. J'ai des images où les gens nous hurlaient dessus sur les ponts et on hurlait 2 fois plus parce qu'on était comme des oufs. Et ça a duré 45-50 minutes, la traversée. Ouais. Et je me souviens prendre mon téléphone. 45 minutes par bateau, c'était. C'est ça, ouais. Et au bout de 20 minutes, je me souviens regarder mon téléphone, je me dis, putain, comment je vais faire? Je suis fatigué, quoi. Ça fait que 20 minutes que je hurle sur le bateau et j'étais fatigué. Décidé, Mais non, c'était. J'ai pas pu la voir à la télé encore, j'ai pas vu la rediffusion. Ah ouais, je t'encourage à le faire. Ouais, c'est prévu, c'est ça. Mais le fameux cheval, il faut que tu vois quand même la traversée du Pégase après. T'as pas vu tout ça? Ben j'ai vu quelques extraits, mais spoiler, il y a des moments j'ai pas tout vu, mais ouais non. De ce que tous mes proches m'ont dit, en tout cas, c'était une belle réussite à la télé. Tu sais qui a chanté sur la Tour Eiffel quand même? Non, c'était qui? Ah bah non, je te le dis pas. Je te spoil pas. Non, mais alors ça, encore une autre anecdote. Il y avait eu des rumeurs comme quoi elle allait venir. Et on était, nous, donc, sur le Trocadéro. Oui, sur le Trocadéro, parce pardon. qu'après, vous étiez après, entre guillemets, après. Ouais, au Trocadéro, là où Zidane passe la flamme à Nadal, etc. Nous, on était juste à côté. Excellent. Et donc, il y a tout le show lumière, etc. Et en rigolant, je leur dis, vous allez voir, il y a Céline Dion qui va chanter depuis la Tour Eiffel. En rigolant, mais vraiment au hasard comme ça. Et 5 minutes après, on voit un petit point blanc au loin, parce qu'on voyait rien. Ouais. On voit un point blanc, pardon, et Céline Dion qui chante, et c'était... c'était fou, c'est des moments bêtes, mais c'était... Pour les spoils des cérémonies, faut te demander. Ouais, je suis pas sûr quand même, c'était vraiment un coup de chance, je pense. Mais non, ouais, mais la cérémonie était folle, franchement.
La pluie, ça a même rajouté, je pense, télévisuellement, un petit truc au niveau des lumières qui était sympa. C'était sympa, ouais. Et puis on a voulu tous, mystique, je pense, ouais. accompagner le moment encore un peu plus parce que c'était un peu délicat, quoi. Ouais. On voulait que ça aille au bout, on voulait que vous kiffiez, entre C'est ça. guillemets, et que la cérémonie se passe comme elle avait été designée par Thomas Joly, d'ailleurs, et toute son équipe, qui ont fait un travail incroyable. Et le Céline Dion, moi, c'est un de mes moments hype. Forcément, le premier fan de sa carrière. Mais j'avais des frissons. Franchement, grand respect et des frissons de dingue quand elle a commencé à pousser la voix. Ouais. C'est ça. Non, c'était fou. Gros moment hype, quoi. Vraiment, cette cérémonie, elle était assez incroyable. Et puis ce moment où nous, on est mouillé, en fait, à partir du moment où t'es mouillé, et puis tant pis, quoi. On vient, encore une fois, venez, on kiffe. Qui n'a pas fait, une sortie, un concert mouillé ou quelque chose. Mais le staff, ils étaient sur le bateau. Non, il y avait que Karim qui était avec nous. Il y a que le sélectionneur. Après, en fait, il y a pas beaucoup de place. C'est pour ça qu'il nous a laissé. C'est ça. Lui aussi était là pour kiffer son moment. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place disponible pour le staff. Les JO, c'est beaucoup axé athlète. Tout ce qui est staff, par exemple, les médailles, le staff n'ont pas de médailles, il y a vraiment que les athlètes. Et il y a plein, et les places aux JO, par exemple, pour les entraîneurs, notre préparateur physique, par exemple, n'était pas au village. Il y avait que 2 places pour le staff. Nous. Alors c'est un peu spécifique au 3-3, on est d'accord, parce que le 5-5, je vois les assistants coachs. Mais le 5-5, non. Les médailles, non, les médailles. Fabrice Gauthier n'a pas reçu sa médaille, par exemple. Le kiné ostéo de. Non. Alors après, je crois que la fédération fait des répliques. D'accord. Mais plus tard pour le staff, mais sur le moment même de la remise, c'est vraiment que les joueurs, enfin que les athlètes. Très bien. Et même pas le sélectionneur. Non, le sélectionneur n'a pas. Ouais, non, vraiment zéro personne. Ils sont hyper axés. C'est athlètes en fait. Les JO, ils mettent en avant les athlètes et. C'est vrai que parfois, alors que le staff, parfois, quand même, au moins l'entraîneur principal, quoi. Il y a au moins un impact sur la performance. Mais c'est vrai, rappelle-toi, quand on voit les podiums du 5-5, du coup, qui sont déjà, ils sont remplis, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai. Donc, c'est hyper axé athlète, quoi. L'aventure humaine, maintenant, et puis sportive, avec cette équipe de basket 3-3, on peut les citer, Timothée Vergia, Franck Seguela, Jules Rimbaud et toi. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui? Alors on sait que là il y a des défaite après prolongation contre les Pays-Bas, tir crève-cœur. On y croyait nous quand on est en finale et qu'on est à un panier de tuer le truc. On se dit c'est le tableau des médailles. Tableau des médailles, on vous attendait. Il y avait tellement le truc avait pris tellement de manière générale et que on comptait sur vous pour l'or là. C'était chaud, je me rappelle. Et, on se dit c'est bon on et tout. On était déçus, mais bon. Qu'est-ce que vous en gardez? Est-ce que c'est un souvenir heureux ou est-ce que l'unique chance d'être champion olympique à domicile vient de nous glisser sous les doigts? C'est marrant parce que t'as vraiment donné les 2 sentiments que j'ai eu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Tout de suite à la fin du match, on était déçus forcément, mais moi ma volonté c'était qu'on garde un souvenir positif de ce moment-là. Parce que la remise de médaille c'était 15-20 minutes après le shoot. Et on avait nos familles, nos amis dans les tribunes, tous ces gens. Et je voulais vraiment qu'on ait ce côté... c'est dur qu'on vient de vivre, mais venez, on sourit. Et sur la photo, je veux qu'on sourie, par exemple. Je veux qu'on ait un sourire sur la photo et que dans 20 ans, quand on verra la photo, on voit des gars heureux, tu vois. Et qu'on ait ce côté... Exercice pas facile. Pas facile. Et j'ai essayé d'aller voir un peu les 3 autres. Et Tim, tu vois, vraiment, l'été d'avant, on fait 4e au championnat d'Europe. On était abattus. Et là, écoute, entre guillemets, soit abattu, je te comprends. Mais là, donc j'ai déjà vécu ce moment avec lui. Et là, je suis allé le voir direct. Je dis, c'est dur, mais viens. On passe vite à 2 minutes, mais on passe vite à autre chose. Il faut qu'on ait ce sourire sur ce podium. Et aujourd'hui, j'ai ce côté, moi, un peu... On est vraiment passé à... tu l'as plus aujourd'hui. D'avoir une médaille d'or et d'avoir vraiment marqué l'histoire. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a une équipe qui pourra faire mieux que nous. Tu vois ce que je veux dire? À jamais les premiers, quoi. Voilà. Et il y a ce petit côté-là. On est très fiers de ce qu'on a fait, mais il y a ce petit côté, moi, qui me... Comme tu dis, à la maison, médaille d'or, ça aurait été quand même quelque chose d'incroyable. Mais là, après, c'est ce petit sentiment un peu de... Ce qui est bien, c'est que ça peut être encore ton équipe. C'est la première. Bien sûr, alors c'est toujours possible, mais comme il disait, ce sera pas à Paris.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même si je fais médaille d'or à Los Angeles, alors j'en sais rien, mais est-ce que ce sera mieux que le médaille d'argent à Paris? Je sais même pas, parce qu'en termes d'émotion, ce qu'on a vécu, c'était fou. Ouais. Alors ce sera probablement mieux parce que ça reste une médaille d'or. Il y aura beaucoup de choses qui seront différentes. Mais ce sera complètement différent, ouais, parce que c'est à la maison. C'est ça en fait. C'était les premiers. C'est ce côté-là en fait où j'ai vraiment les deux sentiments qui ont eu lieu, mais après, enfin, avant tout, c'est beaucoup de fierté parce que si on retrace tout notre parcours, on vient de deux TQO. Le premier, on passe pas. Le deuxième, on le passe. Ils mettent des tirs de fou. On se qualifie, je sais pas comment. Le fameux panier de Jules là. Il y a Jules en quart de finale qui met un panier avec la planche incroyable contre l'Allemagne et Tim contre la Mongolie, puis ils sont à -1 ou -2 et Tim met 2 tirs à la suite à 2 points. Enfin c'est des scénarios fous et en fait c'est là où moi je dis il faut relativiser d'un côté, c'est que on perd sur un shoot de fou, on se qualifie aussi aux JO sur 2 tirs de fou. Donc d'un côté il y a aussi ce côté là où je me dis écoute, on a mis nos tirs de fou, ils ont eu le leur, ben voilà, faut dire bravo à un moment donné. Et même sur la compétition, on n'a pas eu un parcours facile où on commence bien la compétition avec 2 victoires. Après, mais ensuite, on fait quand même 4 défaites de suite. Où on se dit quand on entame la Chine, si on perd, on est éliminé quoi. Ouais. Donc on faisait pas les fiers non plus. Après les scénarios de ce type de match en basket 3-3 sont pas similaires, mais il y a ce happening un peu compliqué parfois où c'est le shoot au buzzer, où c'est le shoot un peu bizarre qui tombe dedans. Bah on est bien placé pour le savoir. Ouais, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios. En fait c'est toute la dynamique du jeu etc. qui veut ça aussi, c'est que il y a des shoots catastrophes dans tous les sens et il y en a forcément un qui tombe dedans à un moment donné. Ça va tellement vite, on est tellement fatigué qu'à un moment donné, il y a des tirs catastrophes qui rentrent. Et, je me souviens en plus de cette finale où, excuse-moi Lucas, où vous avez des tirs pour finir quoi. Ouais, moi j'ai un souvenir, c'est qu'il reste une trentaine de secondes, un petit peu plus, un peu moins, je sais plus. On est à 16-14 ou enfin plus 2 en tout cas. Ouais. Et je suis sur le banc et c'est mon tour de changer, et je me dis ça y est, on va le faire. Et 16-14. 30 secondes, tu gardes une fois la balle, t'as gagné quoi. Et sur la toute dernière action avant la prolongation, c'est eux qui ont la balle et je dis les gars, s'il vous plaît, on prend le rebond. Ils vont tirer, on prend le rebond, c'est la priorité. Ouais. C'est moi qui prends pas le rebond et derrière ils marquent. Donc tu vois, c'est toujours ce côté-là. Mais après même en prolongation, ils ratent le premier tir. Derrière on met un point, on joue le 1 point parce que on veut pas forcer n'importe comment entre guillemets comme lui a fait. Et puis derrière, il met un tir de fou. C'est moi ce que je dis souvent à un moment donné, ça fait mal de le dire, mais bravo, il a mis un tir de fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait la finale. C'était le destin. C'était le fondateur aussi pour une éventuelle autre campagne olympique avec ce souvenir, même si c'est encore longtemps, mais qui va rester quand même malheureusement gravé. Puis par où vous êtes passé, comme tous les matchs que tu viens de rappeler. Le parcours était. L'aventure olympique a commencé avant même que les Jeux commencent. Oui, pour moi, elle a commencé bien avant, mais vraiment en février, je me souviens où on avait un petit rassemblement sur la fenêtre internationale et Karim nous avait dit on va se qualifier au jeu et on fera une médaille. Mais il te disait ça alors qu'on avait quand même 2 TQO entre guillemets à passer et après des JO avec les 8 meilleures équipes du monde. Donc t'as envie de lui dire le chemin est un peu long là. T'as envie de le secouer un coup, lui dire réveille-toi, mais au final il y a cru en fait depuis le début et mine de rien il nous a fait nous y croire aussi et c'est important parce que peu de monde croyait en nous malheureusement tout le monde, beaucoup de gens voyaient les filles pour qui malheureusement ça n'a pas marché mais nous j'ai le souvenir de la conférence de presse d'avant compétition, on avait 0 journaliste dans la salle quand les filles ont commencé, il y en avait 3-4 donc il n'y a pas beaucoup déjà pour le 3-3 et dès que les filles sont parties tous les journalistes sont partis. Et donc nous on s'est regardé et donc t'avais le présentateur de la conférence de presse qui nous a posé 2-3 questions. Mais après c'est tout quoi. Et donc on s'est regardé moitié rigolant, moitié un peu ils sont sérieux. Et au final après une semaine plus tard il y avait tous les journalistes qui étaient en train de demander. En tant que compétiteur c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour se donner une motivation supérieure. Je dis pas qu'il y a besoin de ça, mais est-ce que ça a participé aussi? En tout cas je sais que Karim quand il a vu ça l'a agacé. Il avait très mauvaise mais pendant un petit moment il parlait pas trop et tout. Moi je l'ai pris un peu à la rigolade en me disant bon écoute de toute façon qu'est-ce que tu veux y faire, s'ils veulent pas venir nous voir ils viennent pas nous voir, mais je l'ai pas pris ça fait une petite motivation, c'est-à-dire très bien vous croyez pas en nous, on verra, mais après
j'allais pas crier partout, vous croyez par nous, vous allez voir, on va faire une médaille. J'aurais pas parié non plus toute ma maison qu'on allait avoir une médaille. Okay. Mais après, on en revient au problème des jeux, ce qu'on disait, ça, c'était au Club France, non? Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, quasiment tous les sports, ils sont passés. Moi, je voyais, il y avait souvent personne, donc ça peut te rassurer a posteriori, parce que tellement de sports, tous les sports qui se chevauchent. C'est vrai que c'est compliqué, ça enchaîne tellement. Et quelque part, est-ce que ça vous a pas, parce qu'en fait, on parlait de ça, j'y repense, la cérémonie, tout ça, et l'équilibre hyper délicat en fait entre l'excitation et trop de pression, avec tout ce qu'il y a autour. Donc vous, visiblement, vous l'avez super bien géré. T'as reparlé de la cérémonie, c'était vachement proche de votre premier match, non? Le cérémonie, c'était le 26, je crois. Ouais, et nous, c'était le 30, notre premier match. Donc on a quand même 3 jours, donc ça va. Et c'est pour ça qu'on a bien en profiter aussi de la cérémonie. Ouais. Après, on a eu de la chance par rapport à tout ce qui est excitation et pression. C'est que donc la compétition a commencé, je crois, le mardi. Bah du coup, c'est ça, si tu dis 4 jours après, oui. Ouais, donc le mardi et le dimanche, donc 2 jours avant, on a eu la chance d'aller s'entraîner sur le spot. Ouais. Et donc à la Concorde, il y avait déjà le BMX qui avait démarré, ou le skate, un des deux, je sais plus, mais et donc il y avait déjà du public. Et notre arène était déjà un petit peu remplie. Okay. Et donc en fait, on a fait un entraînement de 20 minutes en public. Et c'était déjà ouf, hein. Tu mettais un panier, les gens étaient comme des oufs. Alors tu fais juste ton petit shooting d'entraînement, tu vois. Mettre dedans. Et en fait, on a eu la chance d'avoir ça. Et les filles ont pas eu la chance d'avoir ça parce que je crois il a plu le jour où elles sont allées s'entraîner. Du coup, il y avait pas de monde. Donc ça, c'était cool pour nous. Et après, moi, j'appréhendais beaucoup au niveau de la pression, parce que je suis quelqu'un qui stresse pas mal avant les matchs, etc. Surtout le 3-3. Okay. Et je me suis mis dans des états parfois où pas être bien, et j'appréhendais beaucoup cette compétition en me disant comment je vais faire pour gérer, quoi, parce que c'est la compétition ultime. Tu t'attendais à ce que le public attende quelque chose de vous, ou c'était une pression que tu te mettais à toi? Ouais, c'est vraiment moi-même. C'est moi-même. Faut que je sois à la hauteur de l'événement. C'est vraiment moi-même. Fallait que je sois à la hauteur de l'événement. Et en fait, le moment où je suis sorti de là où on se changeait, je suis allé sur le terrain d'échauffement et vraiment, je saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Plus rien du tout. Et j'étais en mode, c'est trop bien ce qu'on vit. C'est juste trop bien. Cool. Et c'est là où je voulais essayer de partager mon truc en disant, venez, on kiffe, c'est trop bien. Ouais. Franchement, on vit un truc de fou, c'est trop bien. Et juste on kiffe. Et ça m'a sorti toute pression. Même, les quarts de finale contre la Serbie, demi-finale contre la Lettonie, qui sont des matchs quand même hyper cruciaux. On était content d'être là. Oui, pour lequel vous n'êtes pas donné favori non plus. Hein. C'est ça. Et c'est ça. Et eux, je pense qu'on pris la pression. Et nous, on était juste contents d'être là. Et c'est ressenti. Et c'est là aussi, je pense que le public, on a plu entre guillemets un peu au public. C'est qu'on prenait du plaisir, on se donnait. Et les gens accrochaient un peu à notre équipe. Avec ce rôle d'outsider que vous pouvez avoir aussi. C'est ça. Voilà, parce qu'au début, je suis pas sûr qu'on était tant suivi que ça. Non, même sur les télés, après c'est normal parce qu'il y a beaucoup de sports aussi, donc faut relativiser. C'est pareil, on sait très bien, c'est comme dans tous les sports, toutes les compètes, faut assurer les premiers tours où personne te regarde pour que tu puisses avoir les lauriers derrière. Exactement ça. C'est souvent ce que on nous a répété au village, les Jeux Olympiques c'est une compétition pour les gagnants. Oui. Et en fait c'est totalement vrai. En fait ceux qui perdent, ciao quoi. Oublier et puis pas traiter. Et puis, surtout si tu perds tôt. Là il y aurait eu une vraie frustration pour vous, j'imagine. Alors pour nous en tant que joueurs oui, mais je pense qu'en termes d'attente au niveau des gens, on aurait dit bon de toute façon on attend rien d'eux. Non, pour vous, du coup, ça aurait été dur. Pour nous, ça aurait été dur, forcément, de sortir. Après, on s'est pas du tout mis de pression particulière. C'était la bonne recette. Ouais, on était là, on prenait du plaisir. Après les victoires qu'on faisait, on a pu le voir. Comment on célébrait avec le public, on célébrait ça comme si on avait la médaille d'or à chaque fois, parce que juste on voulait profiter, quoi. C'est ça qui était. Le moment, quoi. Profiter du moment. Ouais, on profitait de chaque moment. Et après, par contre, quand c'était fini, on se reconcentrait et la récup parce que ça enchaîne. Mais la routine, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. L'impact de cette performance extraordinaire quand même sur le développement potentiel du 3-3. Toi, tu es quand même un historique, hein. Tu es dans le basket 5-5 avec Nanterre pro depuis 2020 d'ailleurs avec Nanterre, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc impliqué dans le basket 3-3 également. Est-ce que tu penses que cette belle médaille d'argent est donc une victoire pour le basket 3-3 et que ça peut aider justement à structurer, développer et avoir des spécificités de jeunes qui viennent s'inscrire au basket 3-3 et pas à 5-5 et pourquoi pas faire des carrières derrière. Franchement, c'est une super bonne question. C'est hyper dur de répondre. Il y a tellement de critères à prendre. Ça fait pas de mal, ça c'est sûr. Ça a forcément fait du bien à la discipline. On a reçu beaucoup de messages. On a découvert le 3-3 avec vous et c'était génial ce qu'on a vécu avec vous. Donc déjà, on a fait découvrir la discipline à beaucoup de monde. Ça, c'est sûr et certain. C'est une bonne première chose. Après, découvrir et aimer la discipline aussi. Ouais, aimer. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que juste découvrir, c'est pas assez. Mais
le souci aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a un circuit, voilà, on va dire, World surtout Tour. voilà, le World Tour sur lequel Team Paris aujourd'hui marche très très bien d'ailleurs. Ouais. Mais après, il n'y a pas vraiment de circuit en France, même s'il y a tous les Open qui concluent par l'Open de France, mais ça reste l'été. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux faire du 3-3 toute l'année, alors je suis pas encore assez renseigné, mais à mon avis, c'est très compliqué, surtout à un niveau, on va dire, international. Donc c'est ce côté-là qui va manquer, on va dire, pour s'inscrire aujourd'hui pour faire que du 3-3. Tu peux en faire, je sais qu'il y a les licences 5-5-3-3 où de temps en temps il y a des petits tours de 3-3 par-ci par-là, mais pour faire toute l'année c'est compliqué parce que tout le circuit même économique n'est pas du tout en place en fait, et ça va prendre du temps parce que c'est une discipline officiellement qui est, même si parce que le 3-3 ça existe depuis tous les temps en fait, mais officiellement en compétition ça existe depuis 2012, je crois que c'est ça, c'est ça, voilà. L'équipe de France fait médaille d'argent ou champion, je sais plus. Champion mix champion et argent pour les garçons. Ouais, c'est ça. Et toi, ça fait 10 ans. Moi, ça fait 10 ans. 2014, ouais, j'ai démarré. Un historique, quoi. T'as justement à lier les deux. Ouais. T'entraîner 5-5, 3-3, enfin, c'est difficile après parce que c'est ce que je dis souvent. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai pas pris de vacances parce que en fait, je finis mes saisons 5-5 en mai. 10 ans sans vacances. Mi-mai. Alors quand je dis sans vacances, je prends une semaine par-ci par-là, quoi. Mais de vraies vacances. Pas la vraie coupure. Ouais, une vraie coupure. Et là, je commence à le sentir un petit peu physiquement et même mentalement. Il y a souvent un moment dans la saison où je suis un peu saulé, quoi. C'est long en fait la saison. Et plus mental que physique. Ouais, physiquement, ça arrive à un moment donné aussi où c'est dur forcément, mais après, voilà, enfin, on dirait que j'ai 50 ans. J'étais jeune, tu vois, j'ai que 28 ans, mais tu vois, à 21, 22, 23, t'enchaînes et tu t'en fous, quoi. Ouais. Et quelques années plus tard, c'est déjà... déjà aujourd'hui, tu vois, t'es un peu dans la réflexion du voilà, ça commence à être dur physiquement, et après, ça fait aussi 10 ans que j'enchaîne, donc ça commence à faire... à terme, allier les deux, ce sera pas possible à mon avis. Enfin, ce sera possible, mais... Comment tu vas aller jusqu'au jeu de Los Angeles ? Écoute, après... Vas-tu y aller déjà ? Bonne question. Tu peux pas répondre aujourd'hui. Je peux pas répondre aujourd'hui. Il va se passer... En fait, il peut se passer tellement de choses. En fait, c'est comme c'est une discipline. Moi, ça fait 10 ans. Il y a rien à voir. Quand j'ai fait en 2014 ma première compétition, et là, aujourd'hui, où ça en est, c'est le jour et la nuit. Il y a rien à voir. Et donc, est-ce que dans 4 ans, ce sera pas encore complètement différent ? Structurellement, le niveau aussi. En fait, voilà, il y a les tout. Joueurs, plus de matchs, trop de matchs. Peut-être. Ouais, c'est possible en fait. Et est-ce que tu vois, un jour, je passerai pas que sur du 3-3 ? Parce qu'à terme, je pense que comme l'équipe de Paris fait aujourd'hui, il faudra être professionnel 3-3 ou professionnel 5-5. Comme je dis, enchaîner les deux, parce qu'aujourd'hui, une saison de 3-3, ça démarre en mars, ça finit en novembre-décembre. 5-5, c'est août jusque mai, si tu fais play-off et plus loin. Donc en fait, nous, on était sur un projet vraiment, on va dire, olympique, où on savait que l'été, on avait 2 mois et demi. On se consacrait parce qu'on avait cet objectif de se qualifier au jeu, de faire un truc au jeu. Donc, un sacrifice. Je sais que si Karim, il entend ça, il sera pas content parce qu'il aime pas ce mot-là. Je connais bien Karim, mais je pense qu'il sera pas content. Ouais. Mais c'est, mine de rien, c'est des sacrifices qu'on se faisait. Enfin, j'ai des souvenirs où j'enchaînais presque plus de 10 tournois sur 2 mois. Parce que il fallait que je fasse des tournois, il fallait que je fasse des points, il fallait que je qualifier la France. Physiquement lourd, c'est des choix, psychologiquement c'est pas des sacrifices. Alors après, j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui ça a mené sur une médaille d'argent au JO à Paris, mais faut aussi se dire que physiquement et mentalement c'est un enchaînement qui est hyper compliqué et c'est un impact. Donc pour moi à terme, il faudra choisir entre 5-5 et 3-3, en tout cas pour le faire à un niveau international. Et après voilà, du coup Los Angeles, moi en tout cas j'ai 2 ans de contrat avec Nanterre. Ouais. Donc je vais pas te dire l'année prochaine je fais du 3-3. Non, on va finir quand même, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, j'ai un engagement et puis je me plais dans le 5-5. Si je me plaisais pas du tout, ce serait différent. Je me plais énormément en 3-3 aussi. Mais voilà, après il y a tout ce côté, bien sûr, économique, financier. Le projet de vie, quoi. Ouais, mais bien sûr. Après c'est ça. Après, après il y a l'argent, il y a l'argent aussi, mais il y a pas que l'argent non plus. Enfin, il y a plein, en fait, il y a plein de critères. En tout cas, pour moi personnellement, qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas évident à gérer. Tu aurais du mal à nous donner une réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas. La réflexion est en cours, on va dire. En fait, il y a même pas de réflexion, c'est juste je ferme la porte à rien. Et vraiment, les portes sont ouvertes. Je suis ouvert à tout projet et je veux pas dire je ferai jamais de 3-3 professionnellement, c'est impossible. Je vais arrêter le 5-5 demain. Non, ça j'en sais rien. Tu vas voir comment ça va se goupiller aussi. Ouais, en fait, voilà, je me dis que les choses vont tellement vite dans le 3-3 qu'il peut y avoir un truc qui va me plaire de ouf ou un truc que je vais détester, que je vais dire ça c'est sûr je vais pas faire. Avoir un impact et en fait c'est ça, tout peut aller très vite.
Blessure, évidemment. Et plus l'aspect forcément un peu financier. Donc voilà, il y a tous ces côtés-là où c'est dur de répondre. Donc c'est pour ça que Los Angeles, tout à l'heure, la question, en fait, c'est super loin parce qu'il peut se passer tellement de choses, quoi. 5-5 pour conclure rapidement, parce qu'on est bavard sur le 3-3. De toute façon, on voulait vraiment mettre en avant ton profil et ta carrière et cet accomplissement avec cette belle médaille d'argent. Ça se passe plutôt bien avec Nanterre. Vous êtes engagé sur plusieurs compétitions. Certaines n'ont pas encore démarré, comme la Leaders Cup, etc. Mais le championnat donc de Betclic et la BCL. Vous avez gagné d'ailleurs un match important à l'extérieur pour remonter un petit peu au classement et lancer peut-être la saison européenne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le focus sur l'après Pascal Donadieu, 37 saisons quand même à la tête de Nanterre. La famille d'ailleurs Donadieu très présente dans le club et dans cette réussite familiale. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Est-ce que les choses ont changé? De toute façon, il est encore dans l'environnement, donc peut-être pas. Comment vous appréhendez un peu ce renouveau, quoi? Il y a forcément un peu de différence parce que c'est une nouvelle personne qui est le coach. Philippe Da Silva. Ouais, Philippe Da Silva, c'est ça. Après, Philippe Da Silva, ça faisait 5 ans ou 6 ans, je dirais. Je sais pas exactement, qui était assistant ça de Pascal. Donc il y a quand même une certaine continuité en fait dans tout ce qui se fait. Moi, c'est ma 5e saison et il y a pas de choses qui ont changé de A à Z. On n'est pas passé d'un coach serbe à un coach français. Enfin voilà, où là il peut y avoir des gros changements. Il y a une forme de continuité. Après, voilà, faut que Pascal, forcément, ça lui fait aussi bizarre de plus être le coach parce que 37 ans d'une vie, ça marque. C'est beaucoup, ouais. Donc c'est un nouveau rôle pour lui, une nouvelle place, mais les choses se passent plutôt bien et voilà, c'est une transition. Forcément, c'est assez excitant comme projet aussi parce qu'on se dit que on prend part un peu à cette période de l'histoire du club. On va donner le mot de la fin. Événement qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines au moment où on enregistre ce podcast. Nicolas Lang, tu es shooter, on l'a pas dit, mais mettre des tirs externes, c'est ton métier. Nicolas Lang vient de devenir le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la ligue et donc battre Eric Mikou qui était le précédent détenteur à 755 je crois tirs primés. Voilà, un petit mot peut-être sur cette perf de Nico. Écoute, moi ça fait 4 ans du coup maintenant que je joue contre lui. Je sais quand on fait du scouting, je le connais pas personnellement mais voilà, ça, je joue contre lui et je sais quand on fait scouting, faut être dans son short parce que n'importe quel moment, n'importe quel endroit, il va marquer, il dégaine, il va marquer. Tu sais qu'il va marquer en fait. Et non, ça marque le respect tout simplement. Ça fait, je saurais pas combien d'années qu'il est dans le championnat, mais 15 je crois. Ouais, 15 ans aussi. Ça fait un moment. Il a gagné des titres. Il a tellement évolué même dans son jeu. Moi, j'ai des souvenirs de lui étant plus jeune où vraiment c'était le shooter. Aujourd'hui, il fait tellement plus et c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat tout simplement. Et aujourd'hui, il porte Limoges sur ses épaules et voilà, ce record, c'est on va dire. Ça marque sa légende. C'est un bel accomplissement. Ouais, c'est un bel accomplissement et ça marque une légende un peu pour lui dans le championnat et dans l'histoire du basket français, donc c'est vachement sympa pour lui. En espérant que ça donne aussi envie aux jeunes de suivre et tous les records sont faits pour être battus. Exactement. Le Steph Curry français. Tout à fait. Ouais. J'ai vu dans une interview qu'on lui disait, il était pas très. Là, il dit tout de suite, non, quand même. Non, quand même. L'humilité de Nicolas Lang, mais accomplissement terrible. D'ailleurs, on voulait aussi faire un petit point avec la team pour cet accomplissement, parce qu'on parle beaucoup NBA ici, mais le basket français nous intéresse. On va stopper là. C'était très très intéressant. On souhaitait t'avoir Lucas, je vais y arriver, pour justement évoquer un peu le basket 3-3. On aura d'autres épisodes. Je pense qu'on ira chercher tes collègues de l'équipe de France, on ira chercher Karim Souchu, on veut continuer un petit peu à en parler et puis à voir comment ça évolue, comment on se prépare, comment ça se passe aussi peut-être dans les clubs, parce que voilà, il y a l'élite de l'équipe de France, mais aussi ce qui se passe et ce qui se développe peut-être dans les clubs. Donc on va prendre ce temps-là. Maintenir la hype. Ouais. Voilà. Donc merci d'être passé. Merci à vous pour l'invitation. Bonne un vrai plaisir. Saison. Merci. On va suivre ça de près. On viendra même à Nanterre regarder quelques matchs. Oui. Grand plaisir. Ah bah oui. Évidemment, toujours à Nanterre. Bon, on va remercier la communauté Hype d'avoir été présent sur ce programme, 4e podcast de notre saison. On en aura plein d'autres. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Ciao. Ciao. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. This is absolutely crazy. And, to be standing here and sitting in court with you guys,
teammates behind me, and appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs, and I think the most important part is that we all stay together throughout.